Bonjour, mon nom est Claude Sauvé. Je suis président de la Corporation du bassin de Jacques-Cartier. C'est un organisme sans but lucratif mais qui est reconnu par le gouvernement pour faire la promotion puis l'implantation de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans le bassin de Jacques-Cartier. C'est des grands mots pour dire essentiellement que de l'importance de bien connaître notre environnement avant d'intervenir. Je dis souvent, on ne gère bien que ce qu'on connaît bien. Si on ne connaît pas bien, on intervient puis on fait des erreurs, on sans s'en rendre compte, on a toute bonne volonté, on pense que c'est comme ça fonctionne. Alors, dans matière d'environnement, en matière de gestion de l'eau, l'importance de bien connaître, puis de faire connaître cette connaissance-là aux gens qui interviennent. Le projet qu'on a devant nous, c'est un projet qui vise justement ça. Il s'intéresse particulièrement au milieu humide. C'est un champ d'intervention dans lequel on est impliqué depuis au moins, mon Dieu, un bon nombre d'années, depuis le début des années 2010. Et pourquoi les milieux humides, c'est important? C'est qu'au Québec, on s'est comme réveillé avec le fait que les milieux humides étaient en train de disparaître. Puis comme on le sait, ben, on connaît la valeur de quelque chose quand on le perd. C'est un vieil adage aussi. Et donc, on s'est intéressé particulièrement au milieu humide et à l'acquisition de connaissances pour mieux les connaître dans notre bassin versant, puis sensibiliser et faire la promotion de l'importance de ces milieux-là pour notre environnement. Parce que les milieux humides, ça a une très grande valeur. On pense à deux choses bien élémentaires. La recharge des puits, de l'eau souterraine pour nos puits. Dans le bassin, la plupart des municipalités, ça peut besoin d'être des puits. Elle vient d'où la pluie? Elle vient, l'eau dans les puits, l'eau souterraine, elle vient des précipitations, absorption par les milieux humides, percolation dans le sol, filtration. D'où elle vient l'eau de notre rivière l'hiver? Il ne pleut pas l'hiver, sauf exception. Elle vient de l'eau souterraine. Alors, ces milieux humides-là, ça sert. C'est un de leurs rôles. Un parmi plusieurs rôles, dont la conservation de la faune, et de plusieurs espèces, flore, faune et autres. Donc, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans notre mission et c'est pour ça qu'on est fiers de ce projet-là. C'est le troisième projet dans cette troisième grand projet dans cette initiative-là. Il y en a eu un il y a 2 ans à Cap-Santé, quelques années, 1 ou 2 ans auparavant, à Stoneham-Tusbury, un haut dans le haut du bassin. Là, on est dans le centre du bassin. On a fait un en haut, un en bas. Là, on est au centre du bassin, Sainte-Catherine-Shannon, Fossambeau, où on a amené des propriétaires à mieux connaître leur milieu, à les apprécier, puis à leur apprendre à comment on intervient ou on intervient intelligemment dans un milieu humide sans affecter ses principales fonctions. Je ne veux pas m'étendre plus sur le sujet. On a Ariane qui va se faire un plaisir de vous expliquer un peu plus en détail où on s'en va avec ça. Mais je pense que c'est un projet que vous allez apprécier. Puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés à participer à ce genre d'exercice-là, ben, vous verrez ce qu'Ariane va vous dire, mais je pense que c'est une belle initiative, puis on vous encourage à participer à ce genre d'initiative-là quand vous serez sollicité. Donc, merci beaucoup, M. Sauvé. Bonjour à tous. Donc, en tant que chargé de projet de la conservation volontaire des milieux humides, ça me fait plaisir de vous présenter le projet. Mais avant toute chose, j'aimerais ça remercier nos collaborateurs sans quoi le projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc, ce projet-là a été rendu possible grâce à une contribution du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau lié au plan d'action 2018-2023 de la stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Ce projet-là a également été rendu possible grâce à la contribution de la Fondation de la faune du Québec et d'Habitat faunique Canada. Sans plus tarder, je vous présente les principaux résultats qui ressortent du projet et les principales étapes qui ont mené à sa réalisation. Je vous présente le projet de conservation volontaire des milieux humides dans un corridor écologique de la MRC de la Jacques-Cartier.
Donc tout d'abord, j'aimerais ça aborder avec vous les principaux rôles que vont jouer les milieux humides. Ce projet-là, il a vu le jour à cause justement de tous ces rôles-là que vont jouer les milieux humides, qui nous rendent de grands services écologiques en fait. Donc, avec les années qui ont passé, dans les dernières années, en fait, il y a quand même beaucoup de drainage de ces milieux humides-là qui se sont opérés, de remblayage également, avec l'étalement urbain, l'agriculture, toutes les activités humaines. Par contre, ce sont des milieux vraiment très riches, comme je vous ai dit, qui nous rendent beaucoup de services. Donc, notamment, ils vont être vraiment importants pour ce qui est de la filtration de l'eau, un réservoir d'eau potable aussi lié à la nappe phréatique, par exemple. Ça va être un lieu où va se retrouver beaucoup d'animaux, beaucoup de différents végétaux. Et ensuite, ils vont aussi être le lieu de beaucoup de différents types d'activités dont on peut bénéficier en tant qu'humain. Donc, c'est un lieu pour se divertir où on peut observer la vie en général et toutes sortes d'espèces différentes. Et de plus, c'est quand même un endroit où on va retrouver une grande quantité d'espèces vulnérables ou menacées. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment intéressant de participer à un projet de conservation volontaire et d'essayer, dans le temps, de les conserver le mieux possible. Donc, dans notre projet de cet été, on a vu là, et cartographié 4 types différents de milieux humides. Le premier, c'est le marais. Donc, un marais, ça va être caractérisé souvent par un milieu riverain, où on va retrouver, par exemple, de la quenouille, des nénuphars, etc. Les marécages, on pourrait appeler ça une forêt humide avec un sol minéral. Les tourbières, il y en a 3 types différents. Donc, les tourbières boisées, la tourbière bog et la tourbière faine. Et ensuite, les étangs qu'on connaît bien, qui ressemblent à des petits lacs. Donc, ce projet-là, il a vu le jour étant donné que dans la MRC de la Jacques-Cartier, il y a, dans les 3 municipalités concernées dans le projet, par exemple, comme Fossambeau-sur-le-Lac, Shannon et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il y a un très grand nombre de milieux humides super importants et qui font des tailles assez impressionnantes. Donc, c'était vraiment de concentrer nos énergies sur des importantes superficies liées à des tourbières importantes, comme la tourbière de Shannon, qui est une réserve écologique, ou la grande tourbière à mare structurée sur laquelle il y a des petits étangs qui se retrouvent dans les 3 municipalités concernées. Donc, ça faisait des superficies intéressantes à essayer de conserver de manière volontaire. Et d'ailleurs, tous ces milieux humides-là, comme on peut le voir illustré sur la carte, se retrouvent à l'intérieur d'un corridor écologique qui est illustré en jaune et en pointillés noirs. Donc, ce corridor écologique-là va être relié avec la station forestière du Chesnay et le Mont-Bélair, qui sont 2 pôles de connectivité écologique importants où il y a beaucoup de forêts préservées. Donc, pour la circulation des animaux, pour justement essayer de préserver des habitats naturels importants déjà en place, ce projet-là était intéressant étant donné que ça faisait un corridor écologique où la faune pouvait se promener librement. Et d'ailleurs, il y a 3 types d'espèces différentes à statut particulier qui ont déjà été observées dans ces milieux-là, dans les milieux humides. Donc, on retrouve la couleuvre verte, la listère du Sud et la tortue des bois. Donc, ça faisait vraiment là, un beau site pour un projet de conservation volontaire. Et en tout, c'est 24 propriétaires de lots privés qui ont été approchés et qui ont finalement participé au projet pour le projet de conservation volontaire. Donc, à l'intérieur de ce corridor écologique-là, le projet s'est vraiment concentré sur 3 complexes de milieux humides. Un complexe de milieux humides, ça va vraiment relier un réseau de milieux humides qui va être tous connectés ensemble. Donc, on retrouve le premier complexe qui est associé à une petite tourbière de type faine, plus au nord. Ensuite, le deuxième complexe qui a été impliqué, c'est celui qui est relié à la tourbière de Shannon, comme je vous ai dit, qui est aussi lié à la réserve écologique. Et le troisième complexe, c'est celui où il y a la tourbière à mare structurée qui fait une étonnante superficie là, de 837,52 hectares et qui relie une grande quantité de tourbières boisées. Donc, je vais vous parler un peu de la méthodologie qu'on a utilisée durant le projet. Donc, tout d'abord, quand on se rendait sur un lot de propriétaires avec un lot privé, ce qu'on regardait beaucoup, évidemment, c'était les signes d'humidité du sol. Donc, il fallait vraiment se pencher sur le type de sol qu'on retrouvait dans ces milieux-là. Parce qu'un sol qui est tout le temps imbibé d'eau va vraiment avoir des caractéristiques particulières. Donc, on voulait savoir en premier, est-ce que c'était un sol organique ou un sol minéral? Quand le sol est organique, c'était souvent relié à la présence de tourbières.
Donc, on regardait là, un sol qui avait beaucoup de sphènes, beaucoup de tourbes, donc de matière non décomposée. Donc, sinon, on regardait aussi si le sol était minéral. Donc, ça, c'est davantage des sols associés à des marécages, par exemple. Donc, on regardait la présence de sable, de glé, qui va être un type de glaise plutôt bleutée, et encore des signes d'inondation fréquentes, comme des mouchetures rouille, de couleur rouille dans le sol. Pour ce faire, là, on utilisait une tarière et on prélevait une carotte de sol de 30 cm. Donc, avec tous ces éléments-là vérifiés pour le sol, on était capable de savoir quel était le type de milieu humide. Mais c'est pas tout, il fallait aussi qu'on vérifie la végétation. Donc, il y a vraiment des plantes qui sont adaptées au milieu humide et c'est vraiment sur celles-là là, qu'on se concentrait, comme par exemple la quenouille ou la drosera à feuilles rondes, qui est en fait une plante carnivore qui pousse dans les tourbières. Et elle a vraiment une adaptation spécifique aux tourbières qui sont des milieux pauvres. Donc, elle va être capable de digérer les insectes pour contrer ce manque d'apport en nutriments. Ensuite, on regardait aussi les indices hydrologiques. Donc, la litière noirâtre, par exemple, c'est vraiment là, la litière de la forêt qui est toujours imbibée d'eau et qui est plutôt noirâtre, qui nous donnait quand même des bons indices si le sol était humide ou pas et si on était en présence d'un milieu humide. On regardait aussi des signes comme les racines ressorties du sol. Souvent, dans les zones marécageuses, par exemple, on va observer des racines qui sont en dehors du sol pour permettre à l'arbre d'avoir un apport nécessaire en oxygène. Également, comme on peut le voir sur la photo, il y a des petits points blancs là, qu'on appelle des lenticelles. Donc, ces lenticelles-là vont être également vont favoriser en fait un échange gazeux. Quand on en retrouve, c'est souvent signe qu'on est en présence d'un milieu humide. Quand on était sur les lots également, on regardait la faune, donc les signes de présence de la faune des animaux qui se retrouvaient dans la forêt ou dans le milieu humide. Donc, on était capable de faire ça par des signes de présence qu'on dit indirects, comme par exemple observer des excréments d'animaux qu'on est capable d'identifier au sol, regarder s'il y a des traces de grugeage, comme on le voit sur la photo, là, laissées par un porc-épic sur un tronc d'arbre, aussi regarder les traces de pas au sol, et essayer de reconnaître les chants d'oiseaux. Donc, faire l'association avec l'espèce seulement en écoutant les sons dans la forêt. Et direct, là, c'est visuel. On voyait un tétras du Canada, par exemple, une couleuvre rayée, une grenouille des bois ou, comme on montre sur la photo, une petite buse. Donc, pour ce qui est des résultats qu'on a obtenus, on regardait, après avoir fait l'inventaire et la caractérisation sur le terrain, on regardait quelle était la valeur écologique du milieu humide qu'on retrouvait sur chaque lot. Cette valeur écologique-là, elle a été déterminée avec plusieurs facteurs, donc qui étaient soit écologiques, liés à la biodiversité, la conservation ou l'hydrologie. Donc, cette valeur écologique-là était basée sur un indice qui pouvait aller jusqu'à 15, et ça a été développé par la CBJC en 2011, puis ça a été approuvé par le ministère. Donc, on regardait vraiment différentes choses, et plus le milieu humide était d'une superficie importante, plus l'indice devenait élevé, plus il était perturbé, plus l'indice était moins élevé. Donc, ça pouvait varier de très faible, faible, bonne, élevé ou très élevé. Là, je vous ai mis un petit exemple de ce que ça aurait pu être, là, les résultats pour un résultat avec un indice de valeur écologique élevé. Aussi, dans les résultats qu'on a obtenus, Canard et Limité Canada, en fait, avant qu'on aille sur le terrain, c'est la cartographie sur laquelle on s'est basé. Donc, eux, ils se sont occupés de faire toute la cartographie en collaboration avec le ministère. Et eux, ils avaient vu là, qu'il y avait 149,45 hectares de milieux humides sur les lots que nous, on a inventoriés cet été, liés aux 24 propriétaires. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est plutôt 151,54 hectares. Donc, il y a une petite différence. Donc, on en a retrouvé un petit peu plus. Ça équivaut seulement à 1,39% de plus. Ces résultats-là sont dus à la fidélité de la cartographie sur laquelle on s'est basé et également à l'ajout ou la soustraction de milieux humides et également, des fois, à certains changements dans le type de milieu humide. Donc, parfois, c'était dit qu'on devait se retrouver devant une tourbière boisée et c'était plutôt du marécage ou vice-versa, par exemple. Donc, toujours pour les résultats, la tourbière boisée, c'est vraiment le type de milieu humide qu'on a retrouvé le plus cet été sur le terrain. Donc, ça nous donnait un chiffre final de 85% sur tous les lots inventoriés. La tourbière bog, qui est une tourbière plutôt acide,
en fait très acide, qui reçoit son apport d'eau par la fonte des neiges et la pluie. On a retrouvé en fait 8,6% de ce type de milieu humide-là. Pour ce qui est de la tourbière faine, on a atteint 1,18%, donc c'était plutôt rare dans les endroits qu'on a visités. La tourbière faine, là, sa particularité, c'est qu'elle va être alimentée avec un cours d'eau, donc un ruisseau, et son apport de minéraux va être plus grand. Ça fait d'elle une tourbière un peu moins acide que la tourbière bog. Ensuite, pour ce qui est des étangs, on n'en a pas retrouvé énormément, seulement 2 là, dans l'inventaire qu'on a fait, la caractérisation sur les 24, chez les 24 propriétaires. Donc, ça nous donne un chiffre de 0,36%. Et avec le marécage, on atteint 4,86%. Donc, en conclusion, c'est 24 propriétaires qui ont été impliqués dans le projet de conservation volontaire. C'est 63 lots qui ont été parcourus et qui ont fait l'objet de caractérisation. Et c'est 151,54 hectares de milieu humide qui a été caractérisé. Et finalement, c'est 19 signatures d'entente de conservation volontaire qui ont été obtenues. Donc, c'est un chiffre vraiment intéressant sur 24. Et tout ça, c'est vraiment intéressant pour la conservation des milieux humides. Je vous ai mis ici un petit exemple de la page couverture d'un cahier du propriétaire. Donc, c'est un exemple. À l'intérieur, on retrouvait la faune et la flore qui avaient été caractérisées ou inventoriées, le type de sol. On parlait un peu de l'importance des milieux humides. Et on avait aussi là, des photos personnalisées et une cartographie qui avait été faite personnalisée au lot de chacun des propriétaires impliqués. Donc, merci à tout le monde, merci à tous. Encore une fois, merci à nos collaborateurs, sans qui ce projet-là n'aurait pas été possible. Merci à tous les 24 propriétaires d'avoir participé au projet de conservation volontaire des milieux humides 2020. Merci aussi à tous les propriétaires qui ont bien voulu signer une entente de conservation volontaire des milieux humides. Donc, ça nous a permis d'atteindre nos objectifs pour ce qui est des signatures et c'est un beau geste pour le futur. Donc, merci à vous. Ici, je vous ai mis des petites photos qui ont été prises pendant l'été sur les milieux humides qui montrent vraiment toute la richesse et la beauté de la biodiversité qu'on retrouve dans les milieux humides en général. Et finalement, je voudrais remercier aussi mon équipe de travail qui m'a permis de réaliser ce projet-là. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner que si jamais vous avez des petites questions, des interrogations liées à ce projet-là, vous êtes toujours les bienvenus de venir nous poser des questions à la CBJC, que ce soit sur le projet ou sur votre signature d'entente de conservation volontaire, par exemple. Donc, les coordonnées se retrouvent à l'écran. Merci beaucoup.